Flambée des prix de divers objets classiques sur les marchés de Kinshasa à la veille de la rentrée scolaire édition 2022-2023, plusieurs parents d'élèves éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer l'essentiel des objets classiques devant permettre à leurs enfants de bien démarrer la nouvelle année scolaire. Les détails, c'est dans cette émission. Et puis, la Direction générale des impôts, DGI, par le canal de sa direction urbaine des impôts de Kinshasa de UICA, vient d'outiller près de 682 contribuables relevant du Centre d'impôt synthétique CIS de la Gombe sur les notions essentielles liées à la taxe sur la valeur ajoutée TVA et le remplissage de la déclaration y-afférente. Le développement de ces titres et tant d'autres, c'est dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement qui vous présente Didi Mavambou, Nombolo Pépé. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci d'être nombreux à suivre cette nouvelle livraison de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économique, finances publiques et questions de développement au Congo-Kinshasa. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire 2022-2023, les prix de différentes fournitures scolaires connaissent une hausse sensible sur les différents marchés de la capitale congolaise, une situation qui inquiète les parents d'élèves qui éprouvent de grosses difficultés pour se procurer l'essentiel des objets classiques devant permettre à leurs enfants de bien démarrer la nouvelle année scolaire. Simple spéculation ou loi de l'offre et de la demande. La lumière dans ces reportages de Geneviève Bizegele Katengesia et Armen Ngoma Moussakanda. Comme il est de coutume chaque année, à quelques jours de la rentrée scolaire, on observe un engouement devant les magasins et boutiques des clients qui viennent acheter différents articles dans le cadre des préparatifs de la rentrée des classes de leurs enfants. La conjoncture socio-économique ne semble pas favorable aux parents qui constatent malheureusement avec beaucoup de regrets la hausse généralisée des prix des fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, pour le moment, c'est très cher. Parce que pour que nos enfants aillent à l'école, il faut que les parents achètent des fournitures scolaires. Mais nous n'avons pas d'argent. Il y a aussi la hausse des prix sur les marchés. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Comment les enfants vont partir à l'école? Malgré qu'on nous a annoncé la gratuité de l'enseignement. Est-ce que les enfants vont aller à l'école sans des fournitures scolaires? Je ne sais pas. Vous pouvez demander même les prix des sacs des enfants pour aller à l'école. Il y a des sacs qui coûtent 122 500, il y a des sacs de 85 000, il y a des sacs qu'on vend à 50 000. Maintenant, les parents ne sont pas payés. Surtout nous les fonctionnaires. L'essentiel. Mais eloko ezate. Eloko ezate. Jour au jour. Donc oye lobby eza na prix mususu. Oye lobby eza na prix mususu. Donc eloko ezaki na ba prix ya ba 2000, 3000, lelo comme na ba 7000. Est-ce qu'on parle en portant ndengeni? À quelques pas de là, se trouvent des vendeuses détaillantes de fournitures scolaires. Depuis le matin jusqu'à midi, pas un seul client devant leur table. Ces dames d'une trentaine révolue déplorent les nouveaux systèmes qui s'opèrent au niveau des écoles, celui d'obliger aux parents d'acheter des objets classiques, y compris des uniformes, au sein même des établissements scolaires où fréquentent leurs enfants. Inadmissible pour ces commerçantes. C'est ça le problème. Bon, difficulté ezali ongana meki ko remarquer, ben école nde ba otya biso mo bakali wana. L'État meka ko pekisa ba école ma moteka uniforme. Ponde na oteka boye, sima nango na okene ko somba lisu na école. Elamba ya mwana pamba na ba livre $30. Tala pas auto za na ngwa. En tout cas l'État penda tele ba école. Interdit ba teka uniforme. Marché à durée déterminée, ces vendeurs craignent faire des fausses affaires si les clients continuent de briller par leurs absences. D'abord, il y a la rareté. Il y a plusieurs produits qui ne sont pas disponibles. Les importateurs qui ont importé les cahiers, ils ont augmenté le prix. Alors, le petit détaillant, les revendeurs, l'année passée, on avait acheté un carton de cahiers à $35-40. Cette année, le carton de cahier est à $46-47. Donc, un revendeur qui achète déjà un paquet à 5 750 francs.
il va les revendre à combien? En plus, il n'y a pas de clients. Nous nous demandons, on ne sait pas si les gens ne sont pas encore payés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons plusieurs points d'interrogation. Bon, rentrée scolaire pour les mains à Liboso. Arrivé dans le Yabakaye, ils sont dans le Kolo, puis ils sont à Mata. Arrivé à Yabakaye, ils sont dans le Mata, dans le Podé, en plus, Babilo, Kondenge, parents. Bon, ils étaient dans la circulation pour les parents. Ndenge tout ça, la rentrée scolaire. Il y a besoin de ça, la rentrée scolaire. Ndenge parents, bayaka épelé, batondaka, ndeti biso ana à Moussine Yopi. Tout ça, la population a clientèle. Ana Moussine Yopi. Population est belé, tu as marabakile, belé, maman, tout est carrément rentrée. Les principes de la loi de l'offre et de la demande s'imposent ou simple spéculation. Un expert économique tente d'expliquer la situation. La question du prix, un principe de base, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si les produits qui étaient importés à l'époque facilement ne le sont plus, ils deviennent rares sur le marché. Et quand ils deviennent rares, les prix augmentent. Si les produits qui étaient produits localement manquent les intras, les consommations intermédiaires comme on les appelle, parce qu'ils venaient de l'extérieur et qu'on ne peut plus les fabriquer facilement, et que ça devient rare sur le marché, les prix augmentent. La rentrée scolaire 2022-2023, c'est dans quelques jours. Mais ils sont encore nombreux, ces parents qui n'ont pas encore acquis pour leurs enfants l'essentiel des fournitures scolaires. Dans un contexte de la gratuité de l'enseignement primaire, il faudra tout de même s'attendre à un nombre très élevé d'élèves dans les écoles publiques. Et puis la Direction générale des impôts DGI, par le biais de sa direction urbaine des impôts ville de Kinshasa, a officiellement lancé les séances de vulgarisation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et du remplissage de la déclaration TVA à l'intention des contribuables relevant du centre d'impôt synthétique CIS Gombe. C'était du 24 au 26 août 2022 dans la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Au total, 682 contribuables assujettis à la TVA répertoriés au CIS Gombe ont pris part à ces assises. Bertin Kassiamangulumu, Fanfan Doma. Reportage. Comme partout ailleurs dans le monde, le répertoire des impôts reste dynamique puisqu'il y a toujours des activités qui naissent et qui meurent. Et la direction urbaine des impôts ville de Kinshasa a répertorié près de 682 contribuables assujettis au centre des impôts synthétiques de Kinshasa-Gombe, dont les chiffres d'affaires s'élèvent à 80 millions de francs congolais pour prendre part à cette session de formation axée sur la vulgarisation des notions de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et le remplissage de la déclaration y afférente. Selon les exposés de l'inspecteur des impôts, Vénard Kabouyambombo, le principal orateur de cette formation trilogie, la TVA est un impôt social qui affecte les dépenses de consommation. Nous avons dit que c'est un impôt qui affecte les dépenses de consommation, c'est-à-dire lorsqu'on achète un service ou un bien auprès de la TVA nous est facturée par les vendeurs ou les prestataires de services. Ça, c'est ce que nous achetons. Si je ne parle pas, lorsqu'on achète un service ou un bien auprès d'un assujetti, j'insiste sur le terme, auprès d'un assujetti, qui supporte la TVA, qui nous est facturé par les vendeurs ou les prestataires. À son tour, lorsqu'un assujetti va vendre ou rendre des services, il a l'obligation de collecter la TVA. La seconde partie de cette vulgarisation s'est spécialement focalisée sur les remplissages des déclarations afin de baliser la compréhension des assujettis qui vont collecter la TVA facturée et celle supportée déjà ce 2 septembre, dans le but de souscrire et reverser auprès de l'État la TVA nette à partir du 15 octobre de l'année en cours. Il ne faut pas nous donner des adresses qui n'existent pas et des numéros de téléphone qui ne répondent pas. Mettez au moins un numéro où on peut vous appeler, parce qu'il peut y avoir un souci. Pour pallier à cela, on a besoin de vous physiquement ou on a besoin de vous entendre.
De leur côté, les contribuables se sont dit satisfaits en félicitant la DGI et sa direction urbaine des impôts pour les dispositions prises et l'initiative de vulgariser la TVA au CIS Gombe. C'est vraiment une formation tellement pratique que la DGI elle-même n'aura pas de problème sur les nouveaux assujettis à ce qui concerne les remplissages de leurs déclarations, la compréhension de tout le mécanisme de la TVA. Je trouve que c'est vraiment une disposition vraiment bonne et pour la DGI et pour aussi les assujettis. À force de travailler dans ces secteurs et la petite précision, c'est juste que la société vient nouvellement d'être notifiée sur l'assujettissement. Ça nous permettra de faire les choses telles que la loi l'exige. C'est vraiment important pour que les choses se fassent suivant les normes. Je suis très satisfait de ces programmes de vulgarisation. Au sortir de ces assises, le directeur urbain des impôts ville de Kinshasa, Norbert Lenvi Mbunzimu, a touché du doigt l'éligibilité des CIS à la TVA avant de marteler sur l'importance du remplissage de la déclaration, car la loi fiscale prévoit des sanctions sévères vis-à-vis des contribuables qui vont aller à l'encontre de l'administration fiscale. Il est évident que nous avons d'abord commencé par la direction des grandes entreprises, qui est la structure la plus importante en termes de recettes, et ensuite les CDI. Et nous poursuivons en nous référant aux dispositions légales, en prenant cette fois-ci les contribuables qui relèvent de la compétence des centres d'impôts synthétiques. En ce qui concerne la ville de Kinshasa, nous avons commencé par le centre d'impôts synthétiques de la Gombe, qui est la structure qui vient en deuxième position en matière de recettes après le CDI Kinshasa. Toute loi, y compris la loi fiscale, pour qu'elle soit efficace, elle est toujours assortie des sanctions. La sanction, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la non-souscription, le défaut de déclaration, eh bien, c'est la taxation d'office assortie des pénalités fiscales. Créée le 20 août 2010 par l'ordonnance numéro 10/001, la taxe sur la valeur ajoutée, en dépit de ses multiples modifications, est un impôt rentable qui produit pas moins de 40% des recettes fiscales au profit du trésor public. Il s'est de noter qu'après les CIS Gombe, la direction urbaine des impôts ville de Kinshasa annonce sa prochaine vulgarisation au centre des impôts de Limete, Ngaliema et Kinshasa. Un communiqué de l'administration fiscale dans cette émission. La direction urbaine des impôts de Kinshasa informe les contribuables relevant de la gestion fiscale du centre d'impôt synthétique de la Gombe et assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée débute à partir du 1er septembre 2022. À cet effet, la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les opérations réalisées au courant du mois de septembre 2022, après déduction de celles supportées en amont, devra être déclarée et payée au plus tard le 15 octobre 2022. Par ailleurs, le répertoire sectoriel des assujettis à la TVA relevant de la gestion fiscale du centre d'impôt synthétique de la Gombe, publié par la note interne du 25 août 2022 de Monsieur le directeur urbain des impôts de Kinshasa, est disponible au centre d'impôt synthétique de la Gombe, au siège de la direction urbaine des impôts de Kinshasa et à l'adresse mail indiquée sur ces images. Communiqué signé Norbert Lenvi Mbunzimu, directeur urbain des impôts de Kinshasa. L'actualité à la Direction générale de douanes et accises DGDA reste dominée cette semaine par la nouvelle mise en place de hauts cadres douaniers opérés dans quelques provinces douanières de la RDC. Ainsi, le directeur Moubibia Silutala quitte la DGDA Bandundu pour la DGDA Kinshasa Aéroport, où il assume maintenant ses nouvelles fonctions de directeur provincial. Pendant qu'au Congo central, le directeur provincial sortant, Gustave Mukuna Katumba, est envoyé à la direction d'audit interne. Il est remplacé par Alain Tendai Lupumba,
qui est le nouveau directeur provincial de la DGDA Congo central. Le nouvel homme fort de cette province douanière s'est adressé à son personnel en insistant sur l'observance de bonnes pratiques au profit de la mobilisation optimale des recettes du trésor public, la facilitation des échanges et la lutte contre la fraude et la contrebande sont parmi les priorités majeures du directeur provincial Alain Tendaye Lupumba pour atteindre les objectifs fixés par la haute direction des douanes et accises conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais bien avant cette nouvelle mise en place, la directrice générale de douanes et accises, Jeanne Blani Kawanda Walwom, était à Matadi pour une visite d'inspection des services rendus par cette province douanière en mal de positionnement sur le plan de mobilisation des recettes. Elle était très claire dans son adresse aux cadres et agents de la DGDA Congo central en leur encourageant à faire du bon boulot tout en bannissant les mauvaises pratiques au risque d'être sévèrement sanctionné. On l'écoute dans cet extrait de son oral choisi ici par Jocelyn Babalomba. Si j'ai fait ce déplacement dans un peu la précipitation, c'est vrai que je dois aller booster les équipes dans toutes les provinces à travers la République. Mais pour le Congo central, comme je l'ai dit aux agents et cadres hier, c'est un cri d'alarme que j'emmène ici dans la présence du Congo central, parce qu'à partir des bureaux au 7e étage de la direction centrale, j'ai senti dans les résultats qui nous sont transmis tous les jours, les recettes du trésor, j'ai senti qu'il y avait un problème au niveau de la province du Congo central qui, sans mâcher mes mots et sans utiliser la gueule de bois, qui tire les recettes de la République vers le bas. Vers le bas. Vous savez que les provinces sont classifiées selon 3 groupes. Et la province du Congo central est parmi les premières provinces, après la province du Katanga aujourd'hui. La donne a changé avec l'évolution économique de notre pays. Aujourd'hui, avec le boom minier, dans le Katanga a pris la première place des provinces pourvoyeuses des recettes. Avant, dans les années précédentes, vous le savez tous, c'était le Congo central qui produisait le plus de recettes avec le port de Matadi. Et aujourd'hui, avec toutes les infrastructures que j'ai pu visiter hier, je pense que le potentiel est toujours là. Le potentiel pour que le Congo central puisse continuer à produire autant de recettes selon les calculs qui sont faits au niveau de la direction des recettes du Trésor chez nous et ce qui est voté dans la loi des finances. Je pense que le Congo central est à même de réaliser ces recettes. Donc, le but de ma visite ici était justement de venir voir, faire un diagnostic et identifier les faiblesses de la région qui font que cette région tire les 4 provinces du premier groupe vers le bas. Donc ce diagnostic a été posé. Après l'entretien, comme je dis, avec les directeurs, nous rentrons, mon équipe et moi, avec tous les éléments que nous avons pu recueillir pour pouvoir développer des stratégies qui vont permettre à la province du Congo central de reprendre sa place dans le classement qui a été établi. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard va de performance en performance sous le leadership de son directeur général Jean-Parfait Ntabala Mourandi-Kiré, avec le concours bien sûr de l'ensemble du personnel de cette régie financière. Au premier semestre de l'année en cours, la DGRAD a crevé le plafond de ses assignations semestrielles. Les raisons de ces performances ont été expliquées par le directeur général adjoint en charge des questions techniques de la DGRAD, Doudou Fouamba. On l'écoute au micro de votre magazine. Au niveau de la direction générale de la DGRAD, avec des mesures administratives qui ont renforcé les contrôles internes et qui
apporte aujourd'hui des résultats parce qu'à ce jour, nous avons mobilisé déjà plus de 1900 milliards sur les projections linéaires au 30 juillet de plus de 1500 milliards. Donc, nous sommes au-delà de 126%. Et sur l'ensemble des projections ou des assignations de 2900 milliards, nous pensons que nous allons atteindre ces recettes qui ont été signées ou prévues dans la loi des finances 2022. Et aussi, nous pensons que ces résultats que nous avons réalisés sont un facteur encourageant qui permettent à ce que nous puissions nous projeter pour l'exercice 2020. Les locaux du projet gouvernance financière chargé de la mise en œuvre de la chaîne informatisée de la recette publique ont été visités le mardi 23 août 2022 par le ministre des Finances Nicolas Kazadi Kadima. L'Argentin national s'est déplacé sur le site non seulement pour encourager les équipes, mais pour montrer surtout la détermination du gouvernement d'accompagner les réformes sur la digitalisation des procédures de recouvrement des recettes publiques. Ruben Mayoni, Ntiaki Yunga. C'est une visite de réconfort et d'encouragement des équipes du projet effectuée par l'Argentin national Nicolas Kazadi. Une façon également pour le ministre de montrer la volonté politique du gouvernement qui accompagne les réformes sur la digitalisation des procédures de collecte de recettes publiques. Le projet gouvernance financière est chargé de la mise en œuvre de la chaîne informatisée de la recette publique. Il a déployé plusieurs logiciels de collecte de recettes parmi lesquels Isis Régie, Logirad et les logiciels de gestion intégrés de l'impôt à la Direction générale des impôts DGI. Dans les locaux du projet, Nicolas Kazadi a tour à tour visité le nouveau centre d'appel chargé d'assister à distance les utilisateurs de tous les logiciels de perception des recettes, la salle de monitoring du réseau d'échange des données financières de l'État, des suivis des recettes en temps réel et autres logiciels de recettes. Vous savez, le ministre des Finances a pour mission principale de mobiliser les recettes pour le Trésor. Et donc ce projet, c'est un projet qui vient appuyer le ministre des Finances dans cette tâche noble de la mobilisation des recettes. Et donc que le patron de la mobilisation des recettes soit venu visiter le projet qu'il appuie, c'est un motif de satisfaction pour nous. Surtout que depuis qu'il est là, il est très attentif à tous ces instruments qui ont été mis en place dans le cadre de ce projet pour numériser les procédures, accroître la transparence, réduire la fraude à travers la réduction des manipulations humaines. Donc pour nous, cette ère qui encadre la réforme, c'est un motif de satisfaction. Donc nous en réjouissons énormément. Le ministre des Finances a profité de cette occasion pour échanger et motiver les équipes qui travaillent depuis plusieurs semaines sur les travaux préparatoires du lancement du logiciel Logirad. Il a par ailleurs attiré leur attention sur l'urgence et l'importance de Logirad, dont le lancement est prévu en début septembre 2022. Nous sommes très honorés de le recevoir. Ça montre ainsi l'implication de son Excellence dans tout ce que nous sommes en train de réaliser. Et nous espérons continuer sur cette lancée, et sous l'encadrement évidemment du CTR et des autres membres de mon équipe, que je remercie énormément. Depuis toutes ces années, nous travaillons et maintenant on commence à en avoir des fruits. Espérons que dans les années à venir, nous amènerons encore plus de résultats que ce qu'on a réalisé grâce à l'appui du gouvernement. Nicolas Kazadi a enfin encouragé l'équipe projet à poursuivre cet élan de travail car la digitalisation des procédures des recettes est un axe majeur du programme du gouvernement dans la mobilisation accrue des ressources internes de l'État. Présidence de la cérémonie de relance des activités de mines de Kipushi dans le Haut-Katanga, réunion du Conseil de sécurité et participation à la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo à Tunis, en République tunisienne, le 27 et le 28 août 2022, la semaine du commandant des guerriers Jean-Michel Samalukonde Kienge vous est commenté ici par Ruth Kambaji Angani sur les images de la cellule de communication et presse de la primature. À l'aube de ses 100 ans depuis sa mise en exploitation en 1924 et après une longue période d'arrêt puis des négociations entre les différentes parties prenantes, enfin la mine de Kipushi va renouer avec sa production.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a donné le coup d'envoi des activités de production des zinc à haute teneur de cette mine historique. La cérémonie de relance officielle des travaux et de construction de l'usine Kipushi a fait vibrer la ville de Kipushi dans les Hauts-Katanga. Ces projets qui datent de plusieurs années met en présence la société Kipushi Corporation, une jointe venture entre la GECAMINE et Innovaye Mine. À l'occasion, le comité de gestion a présenté son cahier de charges et pris l'engagement de respecter le nouveau code minier. Il s'agit là d'une obligation légale de chaque entreprise qui s'installe dans notre pays. Nous exhortons donc l'entreprise Kiko et ses actionnaires, que sont GECAMINE et Ivanoé, à œuvrer aux côtés de l'État congolais dans l'amélioration des conditions de vie des populations de cette contrée, notamment dans la diversification du tissu économique autour de Kipushi, en attirant des investissements dans l'agro-industrie, dans les services de la petite industrie, et ceci permettra certainement de résorber le grand taux de chômage et garantira la paix sociale. Après avoir présidé la cérémonie officielle des relances de l'exploitation de mines de Kipushi, le chef du gouvernement a présidé mardi 23 août une réunion du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part les gouverneurs de la province et quelques personnalités membres du Conseil provincial de la sécurité. Aussitôt regagné Kinshasa, Jean-Michel Samalou Condé a mis les caps sur la Tunisie pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo et attirer les investisseurs japonais vers son pays. Nous sommes à la 8e conférence internationale de Tokyo, conférence qui a planché sur plusieurs thèmes d'importance capitale pour le développement de la République démocratique du Congo, notamment l'agriculture, l'intégration régionale, les échanges commerciaux post-Covid, les changements climatiques, la sécurité humaine, la transformation numérique, l'énergie verte et autres. L'inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alinguete-Key, a reçu jeudi 25 août dernier la délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, section lutte contre la corruption. Objectif, s'enquérir du travail que réalise l'IGF ainsi que sa vision générale dans la lutte contre la corruption au Congo-Kinshasa. Images et commentaires de nos confrères de la cellule de communication de l'IGF. La délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, section de la lutte contre la corruption, est venue ce jeudi 25 août à l'Inspection générale des finances pour s'enquérir du travail que l'Inspection générale des finances est en train de faire, sa vision générale dans la lutte contre la corruption. Assisté du chef de service adjoint Victor Batoubenga, pour l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, l'inspection générale des finances privilégie actuellement le contrôle concomitant prévu dans les textes de l'IGF, appelé la patrouille financière, vu son caractère préventif de faits de corruption et des détournements des deniers publics. Monsieur Jules Kabangou, coordonnateur de la section de la lutte contre la corruption du PNUD, a circonscrit le cadre de leurs échanges qui a tourné autour des activités de l'inspection générale de finances dans le cadre de la lutte contre les détournements des deniers publics qui, du reste, encouragé par le PNUD. Il s'agit plus ou moins de passer en revue tout ce que l'IGF est en train de faire dans le cadre de la lutte contre la corruption et que le PNUD puisse aussi voir dans quelle mesure appuyer tous ces efforts. Nous attendons que l'IGF continue à travailler comme il le fait dans la lutte contre la corruption, mais avoir beaucoup plus de synergie avec la justice pour que les actes de corruption puissent aboutir à des décisions judiciaires. En ce qui concerne l'implication de l'inspection générale des finances dans le programme des 145 territoires, programme du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Victor Batoubenga, chef de service adjoint, a rassuré la délégation du PNUD sur cette question qui était au centre de leurs préoccupations. Ils ont demandé dans quelle mesure est-ce que l'inspection générale des finances est impliquée. Nous avons dit que le chef de l'État avait demandé à ce que l'inspection générale des finances soit impliquée et nous attendons la mise
mise en œuvre effective de ce programme-là pour que nous puissions activer tous les mécanismes de contrôle possibles. Visiblement satisfaite de l'accueil leur réservé par la direction générale de l'IGF, la délégation du PNUD a encouragé l'IGF dans son travail de la lutte contre la corruption pour une meilleure gestion des finances publiques. Le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalenga Makonga, a récemment conduit une mission importante de supervision de projets financés dans la province du Haut-Katanga. Dans cette mission, la délégation du FPI a apprécié la réalisation et l'exploitation des différents projets financés par cet établissement public. Jean-Claude Kalenga a aussi échangé avec le gouverneur du Haut-Katanga sur la question de la promotion de l'industrie locale avant de discuter avec les responsables de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Dans sa mission de supervision des industries financées dans la province du Haut-Katanga, une délégation conduite par le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga Makonga vient de séjourner dans la ville de Lubumbashi. Sur place, plusieurs projets opérationnels ont été visités par la délégation du FPI, la première industrie visitée est la société MAC Sarl, spécialisée dans la fabrication des emballages pour le transport de minerais. Cette unité connaît actuellement des difficultés d'ordre opérationnel, réalité qui a conduit cette dernière d'entamer des négociations avec une autre industrie spécialisée dans la production des emballages biodégradables installée dans la province du Congo central, à Kimpese, Bax, Ansax. Cela en vue d'une éventuelle reprise. En termes d'investissement, Bax Ansax pourrait injecter 15 à 16 millions de dollars américains pour redynamiser Maxarl et qui deviendrait alors Bax Ansax Katanga. Cette opération pourra être rendue possible sous la facilitation du Fonds de promotion de l'industrie. Direction à présent, la boulangerie Allegria et la charcuterie Manoa, deux projets financés intégralement depuis des années par le Fonds de promotion de l'industrie. La boulangerie connaît un arrêt de production, tandis que la charcuterie, elle, peine à tourner normalement. Aux établissements Mukalaï, où l'on produit de la farine de maïs, il a été confié à la délégation du FPI que cette unité dispose à ce jour d'une capacité de production de 1000 à 1500 sacs par jour. Cette minoterie reste confrontée au problème d'approvisionnement en matières premières, essentiellement le maïs, afin de tourner à plein régime et nourrir une grande partie de cette partie du pays, s'inscrivant dans la logique de la revanche du sol sur le sous-sol, ainsi que de la sécurité alimentaire. Le directeur général intérimaire du FPI souhaite voir cette industrie se redynamiser pour une production locale avérée. L'industrie Eurolux, qui produit localement 560 litres de peinture par jour, est elle aussi confrontée à la concurrence de produits importés de la Chine et des pays voisins. Pourtant, Eurolux a déjà fourni des quantités de peinture utilisées dans quelques édifices publics dont la ville que préfère à la grande satisfaction de la population. Et comme dans d'autres industries visitées, Eurolux souffre également d'un accompagnement du pouvoir public pouvant lui faciliter d'être réellement compétitive. Loin de faire une promesse, mais s'inscrivant dans ses missions, le directeur général intérimaire du FPI insiste sur la révalorisation de l'industrie locale. Le constat est réel. La production locale souffre d'une concurrence déloyale de la part des importations extérieures ainsi que d'un manque d'accompagnement des autorités gouvernementales. Telle est la plainte des promoteurs industriels transmise au FPI. Des doléances reçues et transmises par la suite par Jean-Claude Kalenga au gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, lors d'un tête-à-tête. Le souhait émis par le FPI est de raffermir la chaîne de valeur dans le circuit industriel du Haut-Katanga. Nous avons pour mission le financement du secteur industriel, donc la transformation de matières, et nous sommes présents, nous répondons à l'appel de la province du Katanga. Par la même occasion, nous aussi, nous avons sollicité et obtenu de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui est dans la même logique que le chef de l'État,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de pouvoir valoriser la production locale. Et aujourd'hui, la production locale, nous la soutenons. Nous soutenons les approches de chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, c'est qu'il faut soutenir surtout les sous-traitants qui sont des supports à l'industrie lourde. La délégation conduite par Jean-Claude Kalenga a aussi visité la ferme Congo Œuf qui œuvre dans l'élevage de poules pondeuses et la production d'œufs. Cette ferme, qui a bénéficié d'un accompagnement financier du FPI, dispose de plus de 300 000 poules pondeuses et produit actuellement 6 millions d'œufs par mois et 200 000 par jour. Ici, la note est positive et Jean-Claude Kalenga n'a pas manqué d'encourager le promoteur pour le travail qui est abattu. Lutte contre le cancer en RDC, le Fonds de promotion de l'industrie vient de financer les études de faisabilité de l'intégration des capacités oncologiques dans le système de santé en RDC. En sa qualité de porteur du projet, le Conseil national de la couverture de santé universelle a présenté ce week-end au bailleur de fonds, le FPI, le rapport de démarrage et le plan architectural de la construction de l'hôpital qui sera érigé aux alentours du lac Mukamba, entre les Kasaï orientales et les Kasaï centrales. Entre-temps, le FPI, dans sa politique de financer mieux son directeur général à l'intérim, Jean-Claude Kalenga, s'est entretenu avec le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, sur l'encadrement et la promotion de l'industrie locale dans cette partie de la République. Reportage de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Dans un futur proche, la République démocratique du Congo va se doter d'un hôpital de traitement des cancers. Ces grands centres hospitaliers va se situer aux alentours du lac Mukamba, entre le Kasaï oriental et le Kasaï central. Le projet est piloté par la tripartite Conseil national de la couverture santé universelle, comme RDC et le Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Il faut retenir que dans la première phase de ce projet, le FPI a déjà financé les études de faisabilité sur l'intégration des capacités oncologiques dans le système de santé en RDC. La raison d'être de cette rencontre entre les parties a été du travail abattu jusqu'ici et envisager un chronogramme pour la suite des activités à mener, nous a confié le docteur Samuel Roger Kamba, qui est le coordonnateur de la tripartite. L'étape aujourd'hui, c'était de donner l'interprétation, l'analyse des livrables qui avaient été demandés par la tripartite. Et ces livrables ont été donnés, et aujourd'hui c'était de les expliquer et les endosser par toute l'équipe, et c'est ça qui a été fait. Ce n'est pas un secret. Le cancer est un problème de santé publique qui appauvrit la population à long terme. À cela dit, quel est l'intérêt du FPI de s'engager dans ce projet? La question ouverte a été posée au directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga Makonga. Le centre oncologique, dans ses missions à venir, c'est qu'il y a une unité de transformation et de production des médicaments pour lequel les promoteurs attachent une importance particulière à voir le FPI les accompagner dans cette structure de production, de fabrication et de distribution et de commercialisation des médicaments très spécifiques. C'est ça qui nous intéresse beaucoup plus. Les autres aspects ne sont pas dans nos missions, mais cette transformation et production des médicaments nous intéresse parce que nous intervenons, c'est une activité industrielle à part entière. Dans un autre registre, en séjour dans la capitale de Kinshasa, le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, a été reçu par le directeur général par intérim du FPI, à qui il a présenté le besoin de sa province de sceller un partenariat efficace avec le FPI. Cela afin de sécuriser l'industrie locale et de promouvoir les opérateurs économiques de sa province. Renforcer la résilience et la relance après les situations de crise et menaces, le rôle de forêt et de la faune sauvage, c'est autour de ce thème qu'ont tourné le débat du 22 au 26 août 2022
lors de la 23e session de la Commission de forêt et de la faune sauvage tenue à la fois en présentiel dans le pays hôte et en visioconférence organisée par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ces assises ont été ouvertes par la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. C'était un reportage de Muriel Makiese Loutina réalisé sur les images de Landry Nianglostine et Boni Lokongo Kumba. Cette 23e session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique s'est déroulée conjointement avec la 7e semaine des forêts et de la faune sauvage en Afrique, ici à Kinshasa, clôturée le 28 août 2022. C'est une marque d'engagement du pays dans le processus participatif, dont la finalité est d'apporter de l'amélioration en Afrique dans la gouvernance du secteur forestier et de la faune, a fait remarquer le coordonnateur de la FAO. Au sein de la famille des Nations Unies en RDC, les agences du système, sous l'impulsion notamment de la FAO, travaillent en cohérence dans le cadre de leurs interventions en matière d'environnement et de climat, en appui à nos partenaires nationaux. Il s'agit notamment de soutenir le gouvernement dans l'élaboration de politiques, stratégies et programmes en matière de gestion de l'environnement, de climat et de développement durable. Il s'agit de faciliter la mise en place des cadres de coordination et de dialogue à tous les niveaux, notamment entre les acteurs gouvernementaux, les agences des Nations Unies et d'autres sur les questions environnementales et climatiques. Il s'agit de contribuer à l'identification, l'élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes en matière d'environnement et de climat, dont par exemple le système national de surveillance des forêts. Et il s'agit de renforcer le renforcement des capacités des acteurs dans l'acquisition et l'utilisation des approches et outils novateurs de gestion et de suivi environnementaux. C'est une réunion statutaire qui se tient tous les 2 ans pour faire le point des sujets liés à la gestion forestière et de la faune sauvage. Pour cette année 2022, l'accent est mis sur les enjeux liés à la gestion du bassin du Congo et à la collaboration de l'Afrique dans la gestion globale de la faune. Il faut noter que c'est la République démocratique du Congo qui tient la présidence de la faune sauvage durant 2 ans. La fois passée, c'était l'Afrique du Sud qui avait abrité cette session et la présidence. Maintenant, c'est la République démocratique du Congo. Automatiquement, nous avons pris la présidence pour 2 ans. Alors nous allons, le chef de l'État va présenter son rapport sur la protection des forêts et de la faune en Italie, au siège à Rome, au siège de la FAO. Voilà. Donc mon appréciation, c'est que l'Afrique aujourd'hui et le monde a des yeux braqués sur la République démocratique du Congo comme pays solution, de par sa couverture forestière, sa faune et sa flore, ses minerais stratégiques face aux enjeux du climat, mais en même temps face à la diversification aussi des économies pour soutenir le développement, l'économie d'Afrique, suivant le plan, l'agenda 2063 pour l'Afrique et aussi les objectifs de développement durable pour le monde. Il s'est de rappeler que la 23e session de la Commission africaine des forêts et de la faune sauvage et de la 7e semaine africaine des forêts et de la faune sauvage se tiennent 1 semaine avant la pré-COP 27 qui se tiendra à Yangambi dans la province de la Chopo du 3 au 5 septembre 2022. Voyons à présent comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de la ville de Kinshasa au samedi 27 août 2022. C'est avec Naomi Makwela Naki Echune. Les tendances de prix de quelques produits alimentaires de première nécessité au samedi 27 août 2022 sur les différents grands marchés de Kinshasa s'ouvrent avec les poulets, dont le prix d'un carton de poids 12 10 pièces est resté stable au marché de la Liberté depuis la semaine passée, se négociant à 88 000 francs congolais. Même constat fait au marché Zikida où ce même carton de poulet a maintenu son prix de 100 000 francs congolais. 98 500 francs congolais au marché Gambela, pendant qu'au marché Matete, le prix revient à 99 000 francs congolais. Côté légumes, le prix d'une botte de choux blancs en provenance du Congo central coûte 1500 francs congolais au marché de la Liberté.
2000 francs congolais au marché Zikida et 1000 francs congolais, c'est le prix observé à la fois au marché Gambela et Matete. Côté produits secs, sachez que le prix d'un sac de riz de 25 kg s'achète à 48 000 francs congolais au marché de la Liberté, 49 000 francs congolais au marché Zikida et Gambela et 48 500 francs congolais au marché Matete. Au sujet de l'huile végétale de marque Regina de l'entreprise Palmico, le prix d'un bidon de 10 litres coûte 49 000 francs congolais au marché de la Liberté, 47 000 francs congolais au marché Zikida et 48 000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Bouclons ces tours d'horizon des tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec l'ananas, dont une boule de 1 kg se vend à 1500 francs congolais au marché de la Liberté, 2000 francs congolais au marché Zikida et Gambela, à 1000 francs congolais au marché Matete. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation telles que collectées par l'agence de Galaxy Media. Et puis sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 26 août 2022 a affiché un dollar américain à 2008,98 francs congolais, 1 euro à 1996,61 francs congolais, 1 franc CFA à 3,043 francs congolais et rand, la monnaie sud-africaine, à 117,71 francs congolais. Au samedi 27 août, au marché parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2000 et 2020 francs congolais les billets verts dans la majorité de municipalités de la ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 1950 francs congolais, à 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2075 francs la devise américaine précisément sur l'avenue Lukusa, chemin double. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Iziro dans la province du Haut-Ouélé. Même taux observé à Chikapa dans le Kasaï, à Ngandajika dans la province de Lomami et à Boma dans le Congo central. Et 2005 francs congolais, le roi dollar à Mbandaka. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays, je précise, a été observé ce week-end à Banalia, dans la province de la Chopo, où un dollar américain s'est négocié à 2010 francs congolais. Place aux nouvelles de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 27 août 2022. Ruben Mayoni, Ntiaki Yunga. Hausse des prix pour les unes et baisse pour les autres matières premières sur le marché international. Les prix sont dans la majorité volatiles. Le baril du brut léger américain a coûté 92,98 $ américains à New York, soit une baisse de 0,01%. Hausse par contre à Londres de 1,00%, le baril du Brent se vendant à 100,83 $ américains. À en croire les experts du site prixdubaril.com, le prix du gaz naturel a évolué vendredi à des niveaux extrêmes, frôlant le record historique en Europe, encore propulsé par les perspectives d'une interruption des livraisons en provenance de Russie, tandis que le cours du pétrole ont monté. Le gaz naturel approche effectivement petit à petit les 1 000 $ américains le kilowattheure, se vendant à 938 $ américains en hausse de 0,17%. Sur le marché minier, la tonne métrique du cuivre s'est négociée à 8 166,85 $ américains, soit une baisse de 0,05%. Les prix de la tonne métrique du cobalt a repris du poil de la bête, se vendant à 51 520 $ américains, soit une hausse de 5,13%. L'once d'or, de son côté, est restée stable à 0,00% depuis plusieurs mois maintenant, se vendant à 1738,14 $ américains. La tonne du fer a terminé la semaine à 105,49 $ américains, en hausse de 0,14% selon investing.com. La tonne du coltan est restée dans une stabilité dans le vert de 0,00%, se vendant à 114 000 $ américains, selon le site investir.leseco.fr. La tonne du lithium, de son côté, a coûté 1 956 $ américains, en hausse de 1,19%. Côté produits céréaliers, la tonne du maïs s'est négociée à 602 $ américains, en forte baisse de 8,47%.
Hausse par contre du prix du riz de 1,52%, la tonne coûtant 17,33 $ américains, et hausse également du côté blé de 2,02%, la tonne se vendant à 783 $ américains. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a affiché une hausse de 92,14% à 240 $ américains pour la première fois depuis plusieurs années maintenant, en raison d'une hausse importante des coûts de production depuis plusieurs mois et l'inflation galopante, les professionnels étant en effet désormais contraints d'augmenter leurs prix. La tonne du cacao a gagné 4,27% de sa valeur, la tonne se négociant à 2417 $ américains. Enfin, la tonne du coton a valu 117 $ américains, soit une forte hausse de 14,20%. Selon les experts, cette hausse est justifiée par une demande exponentielle depuis la reprise économique, tandis que les récoltes de coton aux États-Unis d'Amérique, troisième producteur mondial, ont été touchées par les sécheresses. Merci de nous avoir suivis depuis la ville portuaire et rocailleuse de Matadi. Nous sommes là au chef-lieu de la province du Congo central dans l'espoir de vous retrouver dans un nouveau numéro du magazine Fiscalité et Développement. Le programme continue sur votre chaîne.